Dans le terminal premium de l'aéroport Charles de Gaulle, Léon Dubois se tenait immobile, un filet de sang perlant de sa lèvre fendue, son regard fixé sur l'écran de son téléphone. La voix tremblante du PDG d'Aile de France, Jacques Beaumont, résonnait à l'autre bout de la ligne, empreinte d'une panique mal dissimulée. « Monsieur Dubois, je vous en supplie, reconsidérez votre plainte. Nous sommes prêts à payer ce qu'il faudra. » Léon esquissa un sourire amer, ses doigts serrant l'appareil. L'hôtesse de l'air, Claire Lefebvre, qui avait osé lever la main sur sa fille Amélie, ne s'en tirerait pas si facilement. Cette femme, dont le badge impeccablement épinglé proclamait une fausse courtoisie, avait transformé un simple voyage en un cauchemar. Mais Léon n'était pas homme à plier face à l'injustice, surtout lorsqu'elle touchait son bien le plus précieux, sa fille. Cette histoire, aussi choquante qu'elle puisse paraître, n'était pas seulement celle d'un père et de sa fille confrontés à la discrimination dans les cieux luxueux d'un vol de première classe. C'était une bataille pour la dignité, pour la justice, et pour un monde où la couleur de peau ne déterminerait pas la valeur d'une personne. Léon, à 45 ans, incarnait l'élégance et la détermination d'un homme qui avait gravi les échelons d'un monde souvent hostile. Fils d'immigrés sénégalais ayant grandi dans les quartiers populaires de Saint-Denis, il avait transformé une start-up de garage en Quantum Horizon, une entreprise technologique révolutionnaire spécialisée dans l'informatique quantique, prête à entrer en bourse avec une valorisation estimée à 3 milliards d'euros. Ce jour-là, il guidait Amélie, sa fille de 12 ans, à travers le terminal scintillant de l'aéroport, en route pour New York, où une réunion cruciale avec des investisseurs attendait. Amélie, une enfant d'une intelligence rare, tenait sa tablette où elle peaufinait un projet de physique quantique qui impressionnait même les ingénieurs seniors de son père. « Ça va, ma chérie ?» demanda Léon, posant une main protectrice sur son épaule. La fillette, dont les yeux pétillaient d'ordinaire de curiosité, semblait plus réservée, marquée par des incidents récents à son école privée, où des camarades l'avaient raillée pour ses origines. « Oui, papa, je pense juste à mon projet, » répondit-elle, sa voix douce mais distante, serrant sa tablette comme un bouclier. Léon, habitué à lire les émotions de sa fille, sentit une pointe d'inquiétude, mais choisit de sourire pour la rassurer. À l'approche de la porte d'embarquement, l'hôtesse au comptoir, une femme d'une trentaine d'années nommée Claire Lefebvre, les accueillit avec un sourire crispé. Ses yeux glissèrent rapidement sur les billets de première classe que Léon tendait, comme pour s'assurer qu'ils n'étaient pas à la mauvaise file. « Oh, Monsieur Dubois, vous et votre fille êtes en première classe, sièges 2A et 2B, dit-elle, son ton trahissant une légère hésitation, une nuance que Léon, après des années à naviguer dans les sphères élitistes du monde des affaires, reconnut immédiatement. Les micro-agressions, ses regards en coin, ses inflexions subtiles étaient devenues une constante dans sa vie. Il avait appris à les ignorer, à répondre avec une dignité implacable. « Merci, » répondit-il calmement, guidant Amélie vers la passerelle. Le luxe de la cabine de première classe d'Aile de France était éblouissant. Siège en cuir souple, éclairage tamisé et un service annoncé comme irréprochable. Pourtant, dès qu'ils s'installèrent, Léon remarqua la différence de traitement. Claire Lefebvre, blonde et souriante, s'adressait aux autres passagers avec une chaleur exagérée. « Bonjour, docteur Lefort. Un champagne avant le décollage ?» demanda-t-elle à un homme d'âge mûr assis de l'autre côté de l'allée. « Madame Beaumont, ravie de vous revoir, votre habituelle mimosa. » À leur arrivée, son sourire s'effaça légèrement. « Quelque chose à boire ?» lança-t-elle sans même consulter le manifeste des passagers affiché sur sa tablette, ignorant leur nom. « Un jus d'orange pour ma fille, s'il vous plaît. Un café noir pour moi, » répondit Léon, son ton posé masquant son irritation. « Je verrai ce qu'il y a de disponible après le décollage, » rétorqua Claire, déjà tournée vers le passager suivant, un homme d'affaires blanc à qui elle demanda avec empressement. « Monsieur Dupont, comment va votre fils Aléna ?» Léon échangea un regard avec Amélie, qui fixait sa tablette, évitant de croiser les yeux de quiconque. Il connaissait cette posture, celle d'une enfant qui se faisait petite, invisible, pour éviter les jugements. Les autres passagers, tous en costumes coûteux ou tenues élégantes, lançaient des regards furtifs.
Un homme aux cheveux grisonnants, assis à quelques rangs, murmura à son voisin quelque chose sur le niveau qui baisse en première classe, ses yeux glissant vers Léon et Amélie. 20 minutes après le décollage, Claire avait servi tous les autres passagers de première classe, leurs verres de champagne et de whisky scintillant sous les lumières tamisées. Lorsqu'elle apporta enfin le jus d'orange d'Amélie, elle le posa sur la tablette sans un mot, ignorant la demande de café de Léon. Amélie, absorbée par sa tablette, bougea légèrement et fit tomber quelques gouttes de jus sur la tablette en plastique. Rien n'atteignit le tapis ou les sièges, mais Claire surgit immédiatement, un soupir théâtral s'échappant de ses lèvres. « Voilà pourquoi on ne peut pas avoir de belles choses », marmonna-t-elle, assez fort pour que les passagers voisins l'entendent. « Ces gens-là ne savent pas se tenir en première classe. » Léon sentit sa mâchoire se crisper, mais il garda son calme. « Excusez-moi, pourriez-vous nous apporter des serviettes supplémentaires, s'il vous plaît ?» demanda-t-il poliment. Claire fit mine de ne pas entendre, s'éloignant vers l'office. L'homme d'affaires grisonnant ricana, lançant à son voisin « Certains n'ont pas leur place ici, peu importe l'argent qu'ils ont. » Amélie baissa les yeux, ses épaules s'affaissant, et Léon reconnut cette douleur familière, celle de son propre enfance, lorsqu'il devait se faire discret pour éviter d'être perçu comme une menace. « Tout va bien, ma chérie, » murmura-t-il. « Tu as ta place partout où tu choisis d'être. » Mais le traitement ne s'arrêta pas là. Leur bouton d'appel fut ignoré, leur commande de repas sembla perdue par erreur. Chaque interaction avec Claire était marquée par une froideur qui contrastait avec son empressement envers les autres passagers. Léon, habitué à ces affronts, pouvait les encaisser. Mais voir Amélie, si pleine de vie et d'enthousiasme avant le vol, se refermer sur elle-même, était insupportable. 2 heures après le décollage, Amélie leva les yeux de sa tablette, une urgence dans le regard. « Papa, il faut que j'aille aux toilettes. » Léon hocha la tête. « Vas-y, ma puce, je suis juste là. » Amélie se dirigea prudemment vers l'avant de la cabine, où se trouvaient les toilettes de première classe. Claire émergea alors de l'office avec un chariot de boissons bloquant l'étroite allée. « Excusez-moi, » murmura Amélie, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des moteurs. Claire continua d'arranger ses verres comme si elle n'avait rien entendu. Après 1 minute d'attente, Amélie répéta, un peu plus fort, « Excusez-moi, madame, je dois aller aux toilettes. » Lorsque Claire se tourna enfin, son visage affichait une exaspération théâtrale. « Vous devrez attendre que j'aie fini ici, » lança-t-elle. « Mais j'ai vraiment besoin. » Alors qu'Amélie tentait de se faufiler, son épaule heurta légèrement le chariot, faisant basculer un verre d'eau qui tomba sur le chariot avec un bruit sec. Pas une goutte n'atteignit Claire, mais son expression se transforma en une fureur immédiate. Elle saisit le bras d'Amélie, ses doigts s'enfonçant dans la peau de la fillette. « Qu'est-ce que vous faites ?» siffla-t-elle. « Vous ne savez pas vous tenir? Qui vous a élevé comme ça ?» Amélie se figea, ses yeux écarquillés de panique. Ce moment la ramena 3 mois plus tôt, dans un couloir de son école privée, entourée de camarades plus âgés qui l'avaient insultée, moquée pour sa peau sombre, lui disant qu'elle n'avait pas sa place dans leur établissement prestigieux, malgré ses notes brillantes. Ce jour-là, elle était restée paralysée, incapable de parler ou de bouger, tandis qu'un professeur était intervenu sans réelles conséquences, qualifiant l'incident de « chamailleries enfantines ». Aujourd'hui, face à Claire, la même terreur la submergea. Léon bondit de son siège, s'approchant avec une urgence contenue. « Veuillez lâcher ma fille », dit-il, sa voix basse mais ferme. Claire ne relâcha pas Amélie, tournant son regard furieux vers lui. « Votre fille doit apprendre les bonnes manières. Elle a délibérément renversé mon chariot. » « C'était un accident, » répondit Léon, maîtrisant la colère qui montait en lui. « C'est une enfant qui a besoin d'aller aux toilettes. Lâchez-la, s'il vous plaît. »« Je sais ce que j'ai vu, » insista Claire, élevant la voix. « Ce genre de comportement est inacceptable en première classe. » Plusieurs passagers observaient maintenant, certains tenant discrètement leur téléphone pour filmer. Aucun n'intervint. « Ma fille s'est excusée, » dit Léon, toujours calme. « Maintenant, laissez-la aller aux toilettes. » Claire relâcha enfin le bras d'Amélie, mais bloqua son chemin.
Ces gens-là pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans conséquence. Lâcha-t-elle, ces gens-là, résonnant comme une insulte à peine voilée. Amélie leva les yeux vers son père, implorante. Léon se plaça entre elle et Claire. Amélie, va aux toilettes. Alors qu'Amélie tentait de passer, Claire fit un pas de côté pour lui bloquer à nouveau le passage. Ne t'éloigne pas quand je te parle, aboya-t-elle. Madame, dit Léon, une pointe d'acier dans la voix, ma fille a besoin d'aller aux toilettes. Vous frôlez le harcèlement. Claire éclata d'un rire incrédule. Harcèlement? Je fais mon travail pour maintenir l'ordre sur ce vol. Elle appela vers l'avant de la cabine. Maréchal, j'ai besoin d'aide. Un homme robuste en civil, le maréchal de l'air Philippe Garnier, se leva du premier rang, sa main frôlant instinctivement sa ceinture où son arme était dissimulée. Quel est-ce le problème? Demanda-t-il, son regard se posant immédiatement sur Léon. Ces passagers causent des troubles, répondit Claire rapidement. La fille a endommagé du matériel et le père devient agressif. C'est totalement faux, contra Léon, gardant ses mains visibles, conscient que la situation pouvait dégénérer rapidement. Ma fille a accidentellement heurté le chariot en essayant d'accéder aux toilettes. Aucun dégât n'a été causé. L'hôtesse bloque son passage et a fait un commentaire à caractère raciste. Le regard de Garnier se durcit. Monsieur, retournez à votre siège immédiatement. Ma fille a besoin des toilettes, répéta Léon, sa patience s'amenuisant. Amélie, toujours figée, trouva enfin sa voix. Je ne voulais pas renverser le chariot, murmura-t-elle, les mots se bousculant. C'était un accident. Je me suis excusée. Personne ne te parle, lança Claire, se tournant vers la fillette. Et alors, tout bascula. Alors qu'Amélie levait légèrement la main, peut-être pour accompagner ses paroles, Claire frappa. Sa main ouverte claqua sur la joue d'Amélie, le bruit résonnant dans la cabine silencieuse. La tête de la fillette bascula sur le côté, une marque rouge apparaissant sur sa peau brune. Le silence qui suivit était assourdissant, même Garnier sembla choqué. Léon sentit une rage pure, viscérale, monter en lui, une colère qu'il avait appris à dompter toute sa vie. Ses poings se serrèrent, mais il vit le visage d'Amélie. La peur, la douleur, l'humiliation, et sut qu'il devait rester maître de lui. Une mauvaise réaction, même justifiée, pourrait le mener en détention, laissant Amélie seule et terrifiée. Au lieu de cela, il sortit son téléphone et le leva. « Ma fille a 12 ans. Vous venez d'agresser une mineure devant des caméras. Plusieurs passagers ont tout vu. » En effet, plusieurs téléphones étaient braqués sur la scène. Une femme d'une quarantaine d'années, assise à l'arrière de la première classe, se leva. « J'ai tout vu », déclara-t-elle avec fermeté. C'était Sophie Garnier, une journaliste d'investigation connue pour ses enquêtes sur les injustices sociales. La fillette n'a rien fait de mal. Cette gifle était totalement injustifiée. Deux autres passagers, un couple d'Afrique du Nord en classe affaires, ajoutèrent depuis la cloison. Cette hôtesse les traite différemment depuis le début du vol. C'est de la discrimination pure et simple. Claire rougit violemment. Elle allait me frapper. Je me défendais, protesta-t-elle, mais les vidéos montraient clairement le contraire. Amélie, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, tremblait de manière incontrôlable. « Ma fille n'a jamais levé la main sur quiconque, » dit Léon, sa voix d'un calme mortel en enlaçant les épaules d'Amélie. « Mais vous venez de lui apprendre ce que certains dans ce pays pensent des enfants noirs, peu importe leur comportement, peu importe où ils sont assis. » Garnier, réalisant la gravité de la situation, intervint enfin. « Madame Lefebvre, reculez dans l'office, s'il vous plaît. » À Léon, il ajouta. « Monsieur, l'incident sera signalé. Pour l'instant, ramenez votre fille à votre siège après qu'elle aura utilisé les toilettes. » Léon insista. « Après les toilettes. » Garnier acquiesça brièvement, et Léon accompagna Amélie jusqu'à la porte des toilettes. « Je suis juste dehors, ma puce, » dit-il doucement. « Prends ton temps. » Alors que la porte se refermait, le commandant de bord sortit du cockpit, l'air sombre. « Monsieur Dubois, » dit-il, consultant le manifeste, « je m'excuse pour cet incident. Cependant, en raison de la perturbation,
Nous allons effectuer un atterrissage d'urgence à Amsterdam pour gérer la situation. La perturbation, répéta Léon glacial. De voir ma fille agressée par votre employé? Le commandant parut mal à l'aise. Nous réglerons tout au sol, monsieur. Tandis que Léon attendait devant les toilettes, il entendit Claire dans l'office, sa voix portant clairement. Peu importe qui ils pensent être, ces gens-là doivent apprendre à rester à leur place. À cet instant, Léon prit une décision. Cette fois, il n'y aurait ni excuse superficielle ni bond de réduction pour apaiser l'incident. Pas quand il s'agissait de sa fille. L'avion atterrit à Amsterdam 40 minutes plus tard, des véhicules d'urgence alignés sur la piste comme s'ils répondaient à une menace terroriste plutôt qu'à l'agression d'une enfant par une hôtesse. Par la fenêtre, Amélie observait les gyrophares, les yeux emplis de peur. « Ils vont nous arrêter, papa » murmura-t-elle. La question brisa le cœur de Léon. « Non, ma chérie, nous n'avons rien fait de mal. » Mais en son fort intérieur, il n'était pas entièrement sûr. Il avait vu trop de situations où l'innocence ne protégeait pas, où la couleur de peau déterminait la culpabilité aux yeux des autorités. À l'ouverture de la porte, 2 officiers de police de l'aéroport montèrent à bord, suivis de représentants de la compagnie. Le chef, un homme à l'air sévère, s'approcha directement de Léon et Amélie. « Monsieur, nous avons besoin que vous et votre fille nous suiviez. »« Puis-je savoir pourquoi ?» demanda Léon, calmement. « Ma fille a été agressée par votre hôtesse. Il y a des témoins et des vidéos. »« Nous réglerons cela au terminal, » répondit l'officier, la main sur son holster. Alors qu'il se levait, plusieurs passagers interpellèrent les officiers. « L'hôtesse a frappé la fillette sans raison !» cria Sophie Garnier brandissant son téléphone. « Vérifiez les vidéos avant de faire quoi que ce soit. » Dans le terminal, Léon et Amélie furent conduits dans un bureau de sécurité. On tenta de les séparer, mais Léon s'y opposa fermement. « Ma fille est mineure et vient d'être agressée. Elle reste avec moi, ou j'appelle mon avocat immédiatement. » Après un échange tendu, une officière supérieure, lieutenante Aïssa Diallo, arriva. Noire dans la quarantaine, elle changea immédiatement la dynamique. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, observant la scène. Un officier commença. « Passager perturbateur retiré du vol d'un 347. » Sophie, qui avait suivi, l'interrompit. « Il n'était pas perturbateur. J'ai tout filmé. L'hôtesse a giflé cet enfant. » Aïssa prit le téléphone de Sophie, visionna la vidéo et son expression se durcit. « Faites venir l'hôtesse ici, maintenant, » ordonna-t-elle, « et cessez de traiter ces personnes comme des suspects. » Léon sortit son téléphone pour appeler son avocat, maître Isabelle Moreau. « Isabelle, c'est Léon Dubois. Il y a eu un incident sur mon vol pour New York. Une hôtesse a frappé Amélie. Nous sommes retenus à Amsterdam. Rappelle-moi vite. » Il consulta sa montre. La réunion avec les investisseurs débutait dans 3 heures. Il ne pourrait jamais y être à temps. Pendant ce temps, Sophie Garnier, la journaliste, partageait déjà la vidéo sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #Justice pour Amélie. Les notifications affluaient. Des messages de soutien, mais aussi des titres biaisés. Perturbation force un atterrissage d'urgence. L'équipe de communication d'Île-de-France publia un communiqué vague, omettant que leur employé avait frappé une enfant. Aïssa revint, son ton ferme mais juste. « Monsieur Dubois, j'ai examiné plusieurs vidéos et parlé à des témoins. Vous et votre fille êtes libres de partir. Nous allons prendre la déposition de l'hôtesse et du maréchal. » Léon ajouta. « Et du maréchal, qui n'a rien fait jusqu'à ce que ma fille soit frappée. » Aïssa acquiesça. « Lui aussi. Nous vous arrangeons un hébergement et un vol pour New York. » En quittant le bureau de sécurité, Léon remarqua les regards des employés de l'aéroport, des chuchotements, des doubles prises. Quelqu'un l'avait reconnu. « Monsieur Dubois, Léon Dubois de Quantum Horizon ?» demanda une agente d'embarquement. « Monsieur, nous ne savions pas, le bureau du PDG organise un jet privé pour vous et votre fille. » Léon resta impassible. « Donc, ma fille ne mérite pas d'être agressée parce que je suis riche? Et les autres passagers noirs qui subissent ce traitement sans mes ressources? » L'agente bafouilla, incapable de répondre.
Dans le salon VIP, Léon et Amélie rencontrèrent Sophie Garnier qui s'était jointe à eux. « Je couvre les injustices sociales depuis 20 ans, dit-elle. Votre histoire doit être entendue. J'ai déjà contacté mon rédacteur en chef. » Une autre passagère, Amina Keïta, une avocate d'origine malienne, ajouta: « J'ai déposé 3 plaintes contre cette compagnie pour des traitements similaires. Rien ne change. » Léon prit son téléphone et appela de nouveau Isabelle, qui répondit cette fois. « Documente tout, Léon. Prends les déclarations des témoins maintenant. Je vais demander la préservation des preuves. Vidéos de sécurité, dossiers du personnel, plaintes antérieures. Ce n'est pas juste une question de dommages, c'est une question de changement systémique. » Amélie, assise à côté, fixait son reflet dans la vitre, touchant doucement la marque rouge sur sa joue. « Ils ont fait ça parce qu'on est noir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais sûre. Léon s'accroupit face à elle. « Certains ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, ma chérie. Mais c'est leur faiblesse, pas la nôtre. Et parfois, se battre, ce n'est pas avec les poings, mais avec notre intelligence et notre voix. » Amélie hocha la tête, mais son regard restait hanté. Alors qu'il se préparait à monter dans le jet privé organisé à la hâte par la compagnie, le téléphone de Léon vibra de notifications. La vidéo de Sophie avait fait le tour du web, le hashtag « Justice pour Amélie » devenant viral. Mais avec l'indignation publique vinrent les attaques. Des articles insinuaient qu'Amélie avait provoqué l'incident malgré les preuves vidéo. Léon savait que la bataille ne faisait que commencer. Dans le salon, Sophie s'approcha avec un carnet. « Monsieur Dubois, je veux écrire un article sur vous et Amélie. Pas seulement sur cet incident, mais sur ce que vous représentez. Un homme qui a surmonté les barrières pour réussir, et qui se bat maintenant pour sa fille. » Léon hésita, puis acquiesça. « Si cela peut aider à changer les choses, je suis d'accord. Mais ma priorité, c'est Amélie. » Sophie sourit. « Je comprends, et je promets de raconter votre histoire avec respect. » Le jet décolla pour New York. Mais Léon savait que ce voyage n'était qu'un prélude. Il avait construit Quantum Horizon en défiant les préjugés, en prouvant que l'excellence ne connaissait pas de couleur. Maintenant, il devait utiliser cette même détermination pour protéger sa fille et exiger un changement systémique. Amélie, blottie contre lui, murmura: « Papa, est-ce que ça va aller? » Léon serra sa main. « Oui, ma chérie, parce qu'on va se battre ensemble. » À cet instant, il comprit que cette lutte ne concernait pas seulement eux, mais tous ceux qui, chaque jour, devaient prouver leur droit d'exister dans des espaces qui leur étaient refusés. La tempête ne faisait que commencer, mais Léon Dubois était prêt à l'affronter, pour Amélie, pour lui, et pour un monde plus juste. Le salon VIP de l'aéroport d'Amsterdam baignait dans une lumière tamisée, mais l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Léon Dubois, assis sur un fauteuil en cuir, scrutait son téléphone, les notifications s'accumulant à une vitesse alarmante. La vidéo de l'incident sur le vol d'Aile de France, publiée par Sophie Garnier, la journaliste rencontrée à bord, avait enflammé les réseaux sociaux. Le hashtag Justice pour Amélie dominait les tendances, mais avec la vague de soutien venait une tempête de contre-attaques. Des comptes anonymes insinuaient qu'Amélie, à seulement 12 ans, avait provoqué l'hôtesse Claire Lefebvre, tandis que des articles de tabloïds suggéraient que Léon, en tant que PDG de Quantum Horizon, cherchait à exploiter l'incident pour détourner l'attention de prétendus problèmes dans son entreprise. Léon sentit une boule se former dans sa gorge en regardant Amélie, assise en face de lui, les yeux fixés sur sa tablette. Elle semblait si petite, si fragile, malgré son intelligence éclatante. La marque sur sa joue s'était estompée, mais la blessure intérieure, celle que nul ne voyait, était encore vive. « Papa, » murmura-t-elle sans lever les yeux, « tout le monde parle de nous. » Léon posa son téléphone et s'approcha d'elle. « Ce n'est pas nous qu'ils devraient ne voir, ma chérie. C'est ce qui est juste, et nous allons nous battre pour ça. » Amélie hocha la tête, mais son regard restait hanté, comme si elle portait le poids d'un monde qu'elle n'avait pas choisi. De retour à Paris après un vol tendu dans le jet privé organisé par Aile de France, Léon se retrouva immédiatement plongé dans une tempête plus grande encore.
Quantum Horizon, son entreprise, était sous pression. Les investisseurs, nerveux face à la controverse, avaient réduit leur engagement pour l'introduction en bourse imminente. Lors d'une réunion virtuelle d'urgence, Vincent Moreau, un membre influent du conseil d'administration et actionnaire majoritaire, ne mâcha pas ses mots. « Léon, cette croisade judiciaire est en train de couler l'entreprise, lança-t-il, son visage sévère apparaissant sur l'écran. Nous avons construit Quantum Horizon pour créer de la valeur, pas pour servir de tribune à vos combats personnels. » Léon, depuis son bureau épuré avec vue sur la Seine, répondit avec un calme glacial. « Vincent, cette entreprise repose sur des principes d'intégrité. Si nous reculons face à une injustice aussi flagrante, que disons-nous à nos employés, à nos clients, à ma fille ?» Moreau plissa les yeux. « Votre responsabilité est envers les actionnaires, pas envers des idéaux. Si vous ne mettez pas fin à cette plainte, le Conseil envisagera des mesures. » La menace était claire. Un vote de défiance pourrait le destituer de son poste de PDG. Pendant ce temps, à l'école privée d'Amélie, située dans le 16e arrondissement, la situation empirait. Les murmures des camarades, les regards en coin, les questions intrusives sur la vidéo virale rendaient chaque journée plus pesante. Amélie, autrefois rayonnante lors des cours de sciences, se repliait sur elle-même. Mais un allié inattendu émergea. Monsieur Pierre Laurent, son professeur de sciences, un homme passionné par l'éducation et sensible aux injustices. Un après-midi, il trouva Amélie seule dans la bibliothèque, griffonnant sur un carnet. « Amélie, » dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle, « j'ai lu ton projet sur la physique quantique. C'est brillant. Mais je vois que quelque chose te pèse. Veux-tu en parler ?» Hésitante, Amélie raconta les moqueries à l'école, le sentiment d'être jugée pour sa couleur de peau et l'incident dans l'avion. Pierre l'écouta sans l'interrompre, puis lui tendit un stylo. « Écris ce que tu ressens. Pas pour moi, ni pour l'école, mais pour toi. Les mots peuvent transformer la douleur en force. » Encouragée, Amélie commença à rédiger un essai, qu'elle intitula « Invisible, sauf si je pose problème », décrivant la pression constante de devoir se comporter parfaitement pour ne pas être perçue comme une menace, même à 12 ans. Parallèlement, Léon travaillait avec maître Isabelle Moreau, une avocate renommée pour ses victoires contre les grandes entreprises. Dans son bureau du quartier latin, entouré de piles de dossiers, Isabelle examinait les premières preuves recueillies. « Léon, nous avons une piste, » annonça-t-elle, brandissant une liasse de documents. Un ancien employé d'Île-de-France, Julien Martin, un homme discret qui avait quitté la compagnie après des années de frustration, avait contacté son cabinet. Julien, un ancien chef de cabine, avait fourni des manuels de formation interne et des courriels révélant une politique implicite de profilage des passagers. « Il n'utilise de jamais le mot « race », expliqua Julien lors d'une réunion confidentielle dans un café discret de Montmartre. Mais les consignes sont claires, surveiller plus strictement certains passagers pour maintenir le confort de la cabine. Les plaintes de passagers noirs ou arabes étaient systématiquement ignorées ou minimisées. Léon sentit une colère froide monter en lui. « Ils ont codifié la discrimination, » murmura-t-il. Isabelle hocha la tête. « Et nous allons le prouver. » Mais la compagnie ne restait pas inactive. Une campagne de désinformation s'intensifia. Des comptes anonymes sur les réseaux sociaux publièrent des messages suggérant qu'Amélie avait été provocatrice dans l'avion. Un article dans un tabloïd affirmait que Léon avait des problèmes de gestion à Quantum Horizon, citant des sources anonymes. Pire encore, Amélie fut victime de cyberharcèlement. Des comptes fictifs à son nom apparurent, publiant des messages provocateurs pour la discréditer. À l'école, un groupe d'élèves, influencés par les rumeurs, commença à l'isoler. Mais une lueur d'espoir émergea grâce à Chloé Dubois, aucun lien de parenté, la meilleure amie d'Amélie, une fille vive et loyale. Chloé, indignée par le traitement réservé à son amie, lança une campagne à l'école avec d'autres élèves, distribuant des bracelets bleus marqués « My Justice pour Amélie ». « On ne va pas laisser ces idiots te faire taire », dit-elle à Amélie lors d'une pause déjeuner, lui tendant un bracelet. Pour la première fois depuis l'incident, Amélie esquissa un sourire.
Léon, de son côté, découvrit une information troublante grâce à une enquête menée par Sophie Garnier, qui avait plongé dans les finances d'Île-de-France. Dans un article publié dans Le Monde, elle révéla que la compagnie avait reçu des fonds de groupes d'investissement liés à des organisations aux idéologies douteuses, prônant des politiques de confort des passagers, visant à maintenir une clientèle traditionnelle en première classe. Ces révélations, bien que non encore confirmées judiciairement, firent l'effet d'une bombe. Léon, sentant que la compagnie jouait gros, prit un risque calculé. Contre l'avis d'Isabelle, il accepta une rencontre secrète avec Jacques Beaumont, le PDG d'Île-de-France, dans un restaurant discret près de l'Opéra Garnier. Léon arriva seul, mais avec un petit enregistreur dissimulé, conseillé par Isabelle au cas où. Beaumont, un homme à l'allure soignée mais au regard nerveux, commença avec des platitudes. « Monsieur Dubois, nous regrettons profondément cet incident. Nous sommes prêts à offrir une compensation substantielle et à licencier l'hôtesse immédiatement. » Léon le fixa, impassible. « Jacques, si vous avez fait vos recherches, vous savez que l'argent n'est pas mon moteur. Je veux un changement systémique dans la manière dont votre compagnie traite les passagers de couleur. » Beaumont tenta de minimiser. « Nous prenons la diversité très au sérieux. » Léon l'interrompit. « Au sérieux, au point que votre hôtesse se sente autorisée à gifler une enfant de 12 ans après avoir utilisé l'expression « ces gens-là » ? Au sérieux, au point que votre maréchal de l'air nous a traités comme des menaces, plutôt que comme des victimes ?» Beaumont se tut, déstabilisé. Puis, dans un moment de franchise maladroite, il lâcha. « Écoutez, entre hommes d'affaires, vous savez que certains clients attendent une certaine ambiance en première classe. Nous répondons à leurs attentes. » Léon sourit légèrement. « Donc, vous admettez que discriminer est une stratégie commerciale. » Beaumont, réalisant son erreur, bafouilla. « Ce n'est pas ce que j'ai dit. » Mais l'enregistreur avait tout capturé. De retour chez lui, dans leur appartement haussmannien du Marais, Léon trouva Amélie dans la bibliothèque, travaillant sur son essai. Elle leva les yeux, nerveuse. « Monsieur Laurent pense que je devrais présenter mon texte à l'assemblée scolaire sur les valeurs de la communauté, mais j'ai peur. » Léon s'assit à côté d'elle. « C'est normal d'avoir peur, ma chérie. Mais ton histoire a du pouvoir. Si tu choisis de la partager, je serai là, avec toi. » Amélie réfléchit, puis dit « Maman disait que les épreuves les plus dures peuvent devenir nos plus grandes forces si on les utilise pour aider les autres. » Léon sentit sa gorge se nouer à la mention de sa femme, décédée d'un cancer 3 ans plus tôt. « Elle serait si fière de toi, » murmura-t-il. Encouragée par son père et par Pierre Laurent, Amélie affina son texte avec une maturité qui démentait son âge. Une semaine plus tard, son essai fut publié anonymement dans un journal local grâce à Sophie, qui avait des contacts dans la presse. Les mots d'Amélie, décrivant la nécessité de se faire petite pour éviter d'être perçue comme une menace, touchèrent des milliers de lecteurs, déclenchant une vague de récits similaires de jeunes confrontés à la discrimination. Mais la pression ne faisait que s'intensifier. Quantum Horizon subit une nouvelle attaque. Un blog technologique publia des documents internes prétendant que les avancées de l'entreprise étaient exagérées. Les actions chutèrent de 15% en une journée. Léon reconnut immédiatement la manœuvre, une tentative de chantage orchestrée par Île-de-France pour le pousser à abandonner la plainte. Vincent Moreau profita de cette crise pour convoquer une réunion du Conseil, exigeant que Léon mette fin au litige sous peine d'un vote de défiance. « Vous mettez en péril l'avenir de l'entreprise, » lança-t-il. Léon, debout face à la scène scintillante, répondit. « Si nous cédons maintenant, nous disons au monde que l'injustice peut être achetée. Ce n'est pas l'entreprise que j'ai fondée. » Le Conseil se divisa, mais le vote échoua de justesse à destituer Léon, grâce au soutien de 2 membres, dont une physicienne noire, Dr Élodie Ndiaye, qui comprenait les enjeux au-delà des finances. À l'école, Chloé et son groupe d'amis organisèrent un événement de soutien, invitant Amélie à lire son essai lors de l'assemblée. Malgré sa peur, Amélie accepta, soutenue par Pierre et encouragée par les messages de jeunes qui avaient lu son texte en ligne. Léon, regardant sa fille se préparer, sentit une fierté mêlée d'inquiétude.
Exposer Amélie au public la rendrait plus vulnérable, mais il voyait aussi la flamme de détermination dans ses yeux, la même que celle de sa mère. La veille de l'Assemblée, une nouvelle attaque frappa. Des appels anonymes à l'école accusaient Léon de négligence parentale, déclenchant une enquête des services sociaux. Bien que rapidement classée sans suite, l'épreuve ébranla Amélie, qui se réveilla en pleurs après un cauchemar où elle était de nouveau dans l'avion, immobilisée par Claire. Léon, la tenant dans ses bras, murmura « Je suis là, ma puce. On va surmonter ça ensemble. » Alors que l'Assemblée approchait, Léon engagea une détective privée, Clara Dupont, spécialisée dans les malversations d'entreprises. « Suivez l'argent », lui ordonna-t-il. Beaumont ne se bat pas si fort juste pour protéger sa réputation. Il y a autre chose. Pendant ce temps, l'enregistrement de la conversation avec Beaumont devint une arme clé. Isabelle le transmit à Sophie, qui prépara un article explosif pour Le Monde, prêt à être publié si la compagnie ne cédait pas. À l'école, l'assemblée fut un moment décisif. Amélie, tremblante mais résolue, monta sur scène, son essai à la main. « Je ne veux pas de traitement spécial », conclut-elle, sa voix gagnant en assurance. « Je veux juste le même respect que tout le monde, peu importe à quoi on ressemble. » L'auditorium resta silencieux, puis Pierre-Laurent se leva, applaudissant. Chloé et d'autres élèves suivirent, et bientôt la salle entière, même ceux qui avaient douté, se joignit à eux. Léon, au fond, sentit des larmes monter. Sa fille n'était plus seulement une victime, elle devenait une voix pour le changement. Mais la bataille était loin d'être terminée. Les révélations de Clara Dupont, livrées quelques jours plus tard dans une enveloppe scellée, étaient explosives. Elle de France avait reçu des fonds d'investisseurs liés à des groupes aux idéologies extrémistes, qui poussaient des politiques de confort pour maintenir une clientèle élitiste en première classe. Ces informations, combinées à l'enregistrement de Beaumont, donnaient à Léon un avantage décisif. Il envoya un message clair au PDG. « Vous avez 48 heures pour entamer une vraie discussion sur le changement, où tout ceci devient public. » Alors que la tempête médiatique et judiciaire s'intensifiait, Léon savait que la route serait encore longue, mais le courage d'Amélie et le soutien inattendu de personnes comme Sophie, Pierre et Chloé lui donnaient la force de continuer. Cette lutte n'était plus seulement la leur, elle appartenait à tous ceux qui refusaient de se taire face à l'injustice. La salle d'audience du palais de justice de Paris vibrait d'une tension palpable, comme si l'air lui-même portait le poids des regards croisés, des murmures étouffés et des flashs des appareils photo. Léon Dubois, droit dans son costume anthracite taillé sur mesure, se tenait aux côtés de maître Isabelle Moreau, son avocate, dont les yeux perçants scrutaient chaque détail de la pièce. En face, les avocats d'Île-de-France, une équipe imposante menée par maître Philippe Renaud, un vétéran des litiges d'entreprise connu pour son éloquence implacable, semblaient confiants. Pourtant, Léon savait qu'ils étaient sur la défensive. Après 18 mois de bataille acharnée, marquée par des révélations explosives, des campagnes de désinformation et une pression constante sur sa famille, le jour du jugement approchait. À ses côtés, Amélie, désormais âgée de 14 ans, observait la salle avec une maturité qui contrastait avec sa jeunesse. Ses cheveux tressés avec soin, elle tenait un carnet où elle avait consigné chaque moment de cette épreuve, comme un journal de guerre. Léon posa une main sur son épaule, un geste silencieux pour lui rappeler qu'ils étaient ensemble dans cette lutte. Ce n'était plus seulement une affaire personnelle, c'était un combat pour transformer une industrie entière, pour redonner une voix à ceux que l'on réduisait trop souvent au silence. Le procès avait attiré l'attention internationale. Les gros titres de Le Monde, du New York Times et même de The Guardian décrivaient l'affaire comme un tournant potentiel pour la responsabilité des entreprises face à la discrimination systémique. Sophie Garnier, la journaliste qui avait été témoin de l'incident initial, était assise au premier rang, son carnet à la main, prête à documenter chaque mot. Son article explosif, publié 6 mois plus tôt, avait révélé les liens financiers troubles d'Île-de-France avec des groupes d'investissement aux idéologies douteuses, renforçant la crédibilité des accusations de Léon. Mais ce jour-là, une surprise inattendue bouleversa l'équilibre du procès. Claire Lefebvre, l'hôtesse qui avait giflé Amélie,
entra dans la salle, escorté par un officier. Son visage, autrefois marqué par une assurance arrogante, était pâle, ses mains tremblantes. Contre toute attente, elle avait accepté de témoigner contre Hales de France. Isabelle avait négocié son témoignage en échange d'une immunité partielle, une décision controversée mais stratégique. Lorsque Claire monta à la barre, un silence glacial envahit la salle. J'ai été formé pour identifier les passagers qui pourraient perturber l'expérience en première classe, commença-t-elle, sa voix tremblante. Les consignes étaient implicites, mais claires. Surveiller de près certains profils, en particulier les passagers noirs ou d'origine maghrébine. On nous disait de protéger l'ambiance pour les clients réguliers. Yes, honey. Comment? Un murmure parcourut l'audience. Léon échangea un regard avec Isabelle, qui hocha la tête légèrement. C'était le moment qu'ils attendaient. Les preuves s'accumulaient. Julien Martin, l'ancien chef de cabine qui avait fourni les premiers documents internes, témoigna à son tour, révélant l'existence d'un système de points de conformité utilisé par Hales de France pour évaluer les passagers. Ce système, codé dans une base de données interne, attribuait des scores plus bas aux passagers issus de certaines origines, influençant la manière dont ils étaient traités à bord. J'ai vu des plaintes de passagers noirs ou arabes être classées comme non prioritaires, même lorsqu'il s'agissait d'incidents graves, expliqua Julien, sa voix ferme malgré les regards hostiles des avocats de la défense. Sophie avait corroboré ces révélations avec une analyse indépendante, publiée dans un second article qui montrait des écarts statistiques significatifs dans le traitement des plaintes selon l'origine des passagers. Ces données, combinées à l'enregistrement de Léon où Jacques Beaumont, le PDG, admettait que la discrimination était une stratégie commerciale, constituaient un dossier accablant. Pourtant, la défense tenta de discréditer Léon, affirmant qu'il avait manipulé les preuves pour nuire à la compagnie dans un contexte de rivalité commerciale. Maître Renaud, avec un sourire narquois, interrogea Léon à la barre. « Monsieur Dubois, n'est-il pas vrai que Quantum Horizon traverse des difficultés financières? Cette plainte ne serait-elle pas une tentative de détourner l'attention de vos propres échecs? » Léon, imperturbable, répondit « Mes états financiers sont publics, maître. Quantum Horizon a enregistré une croissance de 20% l'an dernier, malgré les tentatives de sabotage orchestrées par certains de vos clients. Mais cette affaire ne concerne pas mon entreprise. Elle concerne une enfant de 12 ans, ma fille, agressée sur votre vol, et les milliers d'autres qui subissent vos pratiques discriminatoires. » La salle éclata en applaudissements, rapidement réprimés par le juge. En dehors du tribunal, la vie d'Amélie avait changé. L'essai qu'elle avait écrit, invisible sauf si je pose problème, avait été repris par des associations de défense des droits humains et publié dans plusieurs langues. Encouragée par son professeur, Pierre Laurent, et sa meilleure amie Chloé, Amélie avait accepté une invitation à s'exprimer lors d'une conférence organisée par l'UNESCO à Paris sur les droits des enfants. Devant un public de diplomates, d'éducateurs et de jeunes du monde entier, elle monta sur scène, son texte soigneusement préparé. Quand j'avais 12 ans, une hôtesse m'a frappé parce qu'elle pensait que je n'avais pas ma place dans un avion, commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans l'amphithéâtre. Mais ce n'était pas seulement une gifle, c'était un message. Que certaines personnes, à cause de leur couleur de peau, doivent toujours prouver qu'elles méritent d'exister. Je refuse ce message. À la fin de son discours, la salle entière se leva, les applaudissements retentissant comme une vague. Léon, au fond, sentit une larme couler, non pas de tristesse, mais de fierté. Sa fille, malgré la douleur, transformait son traumatisme en un appel universel à la justice. Le discours d'Amélie, relayé par les médias, devint un symbole de résistance, inspirant des manifestations pacifiques devant les bureaux d'Aile de France à Paris, Londres et New York. Mais la victoire n'était pas encore acquise. Aile de France, sentant la pression, proposa une médiation privée. Jacques Beaumont, dans une lettre personnelle remise à Léon par un coursier, offrait une compensation de 5 millions d'euros et le licenciement immédiat de Claire Lefebvre, à condition que Léon signe un accord de confidentialité. La réunion eut lieu dans un hôtel particulier près des Champs-Élysées, dans une salle aux murs ornés de dorures, où Beaumont, flanqué de ses avocats, tenta une dernière fois de le convaincre. « Léon, vous êtes un homme d'affaires. Vous savez que la réputation est tout.
Acceptez cette offre et nous tournons la page. Léon posa la lettre sur la table, intacte. Jacques, je ne suis pas ici pour protéger votre réputation, ni même la mienne. Je suis ici pour ma fille et pour tous ceux qui montent dans vos avions en espérant être traités comme des êtres humains. Il se leva, ajoutant « Vous aurez ma réponse au tribunal. » En quittant la salle, il reçut un appel de Clara Dupont, la détective privée. « Léon, j'ai trouvé autre chose. Des courriels entre Beaumont et un fonds d'investissement basé à Genève, qui poussait explicitement pour des politiques de sélection des passagers en première classe. Ce fonds a des liens avec des groupes extrémistes européens. » Léon transmit immédiatement les documents à Isabelle, qui les intégra au dossier. Ces nouvelles preuves, combinées aux témoignages de Claire et aux données de Julien, firent basculer l'opinion publique encore davantage. Au tribunal, le point culminant arriva lorsque Isabelle présenta les courriels de Clara. Maître Renaud, visiblement pris au dépourvu, tenta de faire rejeter les preuves, arguant qu'elles avaient été obtenues illégalement. Mais le juge, une femme d'une rigueur implacable, les admit, notant leur pertinence pour démontrer une intention systémique. Jacques Beaumont, appelé à la barre, s'effondra sous la pression. Confronté à ses propres mots dans l'enregistrement de Léon, il bafouilla, incapable de justifier les pratiques de la compagnie. Nous essayons simplement de répondre aux attentes de nos clients les plus fidèles, bredouilla-t-il, provoquant des exclamations dans la salle. Le juge ordonna le silence, mais le mal était fait. Aile de France, exposée comme une entreprise qui codifiait la discrimination, perdit toute crédibilité. Quelques semaines plus tard, le verdict tomba. Le juge ordonna à Aile de France de verser une indemnisation de 10 millions d'euros, non pas à Léon, mais à une fondation nouvellement créée, la Fondation Amélie Dubois, dédiée à la lutte contre la discrimination dans les transports et à l'éducation des jeunes sur leurs droits. De plus, la compagnie fut contrainte d'adopter des réformes radicales, une politique de transparence sur le traitement des plaintes, des formations obligatoires sur la lutte contre les biais pour tous les employés, et la création d'un conseil consultatif sur la diversité, présidé par une figure indépendante choisie par Léon. Aucun accord de confidentialité ne fut imposé, garantissant que l'affaire resterait un précédent public. Léon, en quittant le tribunal, fut accueilli par une foule de soutien, dont Chloé, Pierre Laurent et Amina Keïta, l'avocate qui avait partagé son propre combat contre Aile de France. Sophie Garnier, fidèle à sa promesse, publia un article final, intitulé « La victoire d'Amélie ». Comment une enfant a changé une industrie, qui devint une lecture obligatoire dans plusieurs écoles de journalisme. Quelques mois plus tard, Léon et Amélie montèrent à bord d'un nouveau vol d'Aile de France, cette fois pour un voyage à Dakar, où Léon devait inaugurer un partenariat avec une université locale pour former des ingénieurs en informatique quantique. L'équipage, désormais plus diversifié, les accueillit avec un respect sincère. Une hôtesse, une jeune femme d'origine sénégalaise, s'approcha d'Amélie avec un sourire. « Mademoiselle Dubois, c'est un honneur de vous avoir à bord. Votre courage a changé beaucoup de choses pour nous. » Comment oui? Amélie, tenant son carnet, sourit timidement. Dans son sac, elle portait une invitation à parler lors d'une autre conférence internationale, cette fois à Genève. Léon, observant sa fille, sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Leur combat avait porté ses fruits. La Fondation Amélie Dubois finançait déjà des programmes éducatifs dans des écoles défavorisées de la banlieue parisienne, et les réformes d'Aile de France inspiraient d'autres compagnies aériennes à revoir leurs pratiques. Amélie, malgré les cicatrices émotionnelles, avait trouvé sa voie. Son discours à l'UNESCO était diffusé dans des écoles du monde entier, et son essai était étudié dans des cours sur les droits humains. Léon, quant à lui, avait stabilisé Quantum Horizon, qui prospérait grâce à de nouveaux investisseurs impressionnés par son intégrité. En regardant par le hublot, il murmura à Amélie. « Tu sais, ma chérie, ta mère disait que le courage, c'est transformer la douleur en espoir. Tu l'as fait. » Amélie serra sa main. « On l'a fait, papa, ensemble. » Alors que l'avion s'élevait au-dessus des nuages, Léon réalisa que leur victoire n'était pas seulement judiciaire. C'était une lumière dans l'ombre, un message clair. La justice,
même difficiles à obtenir, étaient possibles lorsque l'on refusait de se taire. Leur histoire, celle d'un père et d'une fille unis par l'amour et la détermination, avait redessiné les contours d'un monde un peu plus juste, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui oseraient monter à bord d'un avion, d'une vie, avec la certitude qu'ils méritaient d'être là. L'histoire de Léon et Amélie Dubois dans L'ombre de l'injustice est une ode à la résilience et à la quête de justice face à l'adversité. Ce récit, ancré dans les valeurs françaises d'égalité et de fraternité, m'a profondément touché par sa capacité à révéler la force intérieure d'un père et de sa fille, confrontés à une discrimination brutale. La douleur d'Amélie, giflée pour un simple accident, et la détermination de Léon à transformer cette injustice en un combat pour le changement systémique, m'ont rappelé que le courage naît souvent des moments les plus sombres. Leur lutte, soutenue par des alliés comme Sophie Garnier et Pierre Laurent, montre que la solidarité peut renverser les barrières, même dans une société où les préjugés persistent. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont Amélie, malgré son jeune âge, a trouvé une voie pour dénoncer l'injustice, prouvant que l'âge ou le statut ne limitent pas l'impact d'une parole juste. Dans la culture française, où l'on célèbre les idéaux de la République, cette histoire nous enseigne que l'égalité n'est pas un acquis, mais un combat quotidien. J'ai appris qu'il faut oser confronter les injustices, même lorsque cela semble risqué, car le silence perpétue l'oppression. Appliquer cette leçon dans la vie signifie écouter ceux qui sont marginalisés, amplifier leur voix et refuser de tolérer les micro-agressions. Comme Léon, nous devons utiliser nos ressources, qu'il s'agisse de temps, de savoir ou de privilèges, pour défendre ce qui est juste. Amélie nous rappelle que la vulnérabilité peut devenir une force si l'on transforme la douleur en action. Si cette histoire vous a inspiré, donnez un like pour montrer votre soutien à la justice. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches à l'importance de lutter contre la discrimination. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune histoire qui donne espoir et courage. Enfin, laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Comment combattez-vous l'injustice dans votre quotidien? Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus équitable.